Bonjour à tous et bienvenue sur le webinaire IP-Box Comprendre votre éligibilité et maîtriser les avantages fiscaux. Je suis Chloé Olive, chef de projet événementiel, et j'aurai le plaisir d'administrer ce webinaire aujourd'hui. Donc pour votre information, la conférence durera 30 minutes. Vous aurez 15 minutes pour répondre à toutes vos questions. J'en profite également pour vous dire que vous pouvez poser vos questions directement sur le chat. On y répondra justement à la fin de cette présentation. Par ailleurs, donc, cette présentation, vous pourrez la retrouver directement sur la plateforme Webikeo. Et nous vous enverrons aussi le replay par mail. Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter les deux intervenants du jour. Alors, nous avons donc Julien Portejoie qui est Market Leader chez Heming. Bonjour Julien. Bonjour à tous. Nous avons Emma Valanche qui est consultante innovation chez Heming également. Bonjour Emma. Bonjour. Alors, nous allons passer donc à l'agenda du jour. Donc, la présentation s'effectuera en 4 temps. On commencera par vous présenter les dispositifs IP-Box dans ses grandes lignes. Puis nous ferons un focus sur l'éligibilité des logiciels puisque, comme nous le verrons, le dispositif est particulièrement intéressant pour les sociétés propriétaires de logiciels et notamment les sociétés éditrices de logiciels. Dans un troisième temps, nous vous expliquerons quelles sont les modalités pour opter au dispositif. Et enfin, dans un quatrième temps, nous vous communiquerons nos retours d'expérience et nos conseils, points de vigilance. Voilà, donc maintenant, je laisse la main à Emma. Emma, c'est à toi. Chloé. Oui, je vais débuter par une rapide présentation du dispositif IP-Box. Alors, le dispositif IP-Box, c'est un régime préférentiel qui a été créé afin d'encourager, de soutenir les entreprises qui engagent des travaux de R&D qui aboutissent à la création d'actifs de propriété intellectuelle et plus précisément qui aboutissent au dépôt soit de brevets, de logiciels ou de certificats d'obtention végétale. Comment est-ce que va concrètement s'appliquer ce dispositif IP-Box? En fait, ça va être, donc comme je vous l'ai dit, c'est un régime d'imposition préférentielle. Du coup, le dispositif IP-Box vous permet de bénéficier d'un taux d'imposition réduit qui est de 10% à la place du taux d'imposition classique qui est aujourd'hui de 25% sur les revenus d'exploitation de ces 3 actifs de propriété intellectuelle. Donc, par revenu d'exploitation, on entend d'une part les revenus de licence et d'autre part les revenus de cession. Concrètement, ça signifie que, par exemple, si vous êtes propriétaire de logiciel et que vous vendez des licences sur ce logiciel, ces revenus-là vont pouvoir être imposés à 10% au lieu de 25%. Donc, si on récapitule, le dispositif IP-Box vous permet de bénéficier d'une économie, ça vous permet de réaliser en fait une économie d'impôt de 15%. C'est un dispositif qui est complètement cumulable et compatible avec le crédit d'impôt recherche et le crédit d'impôt innovation, puisque c'est des dispositifs qui sont dans une logique différente. Et enfin, on a également la possibilité de revenir sur les deux derniers exercices clôturés. En l'occurrence, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut revenir sur l'exercice 2021 et l'exercice 2022. Le dispositif IP-Box, c'est un dispositif qui est particulièrement intéressant pour les entreprises qui sont propriétaires de logiciels et notamment les sociétés éditeurs de logiciels où on peut aller chercher de très belles économies d'impôts. C'est pour ça qu'on a décidé de faire un focus sur cette partie-là et pour ça, je vais laisser la main à Julien. Merci Emma. Alors, dans le cadre de ce dispositif, on va donc retrouver ces différents actifs éligibles à l'IP-Box. Donc, comme vous pouvez le voir sur la slide, les brevets, les certificats d'obtention végétale, les procédés de fabrication industrielle et enfin les logiciels sous certaines conditions que je vais vous détailler dans les slides suivantes. Donc, aujourd'hui, on va, comme disait Emma, en faire un focus particulièrement sur les logiciels. On peut comprendre aussi que le législateur, en ajoutant les logiciels comme éligibles au dispositif, a vraiment souhaité inciter les entreprises du domaine du logiciel à s'implanter et à développer leur logiciel en France. Donc, c'est un dispositif qui est aujourd'hui encore peu utilisé par les entreprises, puisque d'après la dernière étude qu'on a fait notamment avec Numéum fin 2003, avec qui nous sommes partenaires, seulement 15% des éditeurs de logiciels l'utilisent. Donc, on va voir dans la slide suivante quels sont les critères qui vont vous permettre de bénéficier de ce dispositif. Aujourd'hui, on retrouve 4 critères
Et sur ces 4 critères, ils sont bien cumulatifs. C'est-à-dire que si vous ne répondez pas à l'un de ces critères, soit vous n'êtes pas éligible, soit vous n'avez pas d'intérêt à opter. Donc le premier critère, c'est d'avoir un résultat fiscal positif, puisqu'étant donné que c'est une diminution du taux d'imposition, comme vous l'a présenté Emma, l'intérêt est donc moindre si vous avez un résultat fiscal négatif, puisque vous êtes dans la situation où vous ne payez pas d'impôt. L'intérêt, en revanche, peut être à plus long terme, puisque si vous êtes négatif, vous allez quand même créer du déficit supplémentaire qui sera reporté sur les années suivantes, donc à étudier au cas par cas. Le deuxième critère, c'est d'avoir des revenus éligibles issus de vos logiciels et que ces revenus soient bien identifiables. J'y reviendrai un peu plus tard dans les slides suivantes. Le troisième critère, c'est de démontrer l'originalité du logiciel au sens du droit d'auteur. Même chose, on a une slide qui vous présentera plus en détail ce que tout cela signifie. Et enfin, dernier critère, un niveau de maturité suffisant du produit. Donc l'idée étant d'avoir vraiment des revenus tirés de vos actifs logiciels qui soient supérieurs à vos investissements de R&D sur ces mêmes actifs. Emma vous expliquera également plus en détail en deuxième partie de ce webinaire les grandes lignes du calcul pour vous permettre justement de bien comprendre le mécanisme de déduction de ces investissements de R&D. Donc dans la slide suivante, je vais vous faire un focus notamment sur le deuxième critère que je viens de vous présenter ici, à savoir les revenus éligibles aux actifs logiciels. Donc on va retrouver plusieurs types de revenus éligibles et donc qui vont pouvoir rentrer dans l'assiette de calcul du dispositif IP-Box. Le plus courant pour tirer du chiffre d'affaires de vos logiciels, c'est sous la forme de revenus de concession ou de sous-concession. En plus simple, vous concédez un droit d'exploitation d'utilisation de votre logiciel à un tiers, donc sous la forme d'une licence d'exploitation, qui peut être de l'abonnement SaaS, qui peut être une licence on-premise, qui peut être un contrat de maintenance. Et en contrepartie de cette licence d'exploitation de votre logiciel, bien évidemment, vous percevez une redevance. Si vous êtes dans ce cas présent, vous cochez à minima ce critère de revenu éligible que je viens de vous présenter précédemment. Une autre façon de générer du chiffre d'affaires, c'est sous la forme de revenus de cession de vos logiciels. Donc vous allez donc cette fois-ci céder ou vendre votre logiciel à un tiers et les revenus que nous pourrons prendre en considération, donc, ce sont les plus-values de cession, à condition que votre actif logiciel ait bien été créé ou acquis à titre onéreux depuis au moins 2 ans et qu'il n'y ait aucun lien de dépendance avec la société avec laquelle vous cédez cet actif logiciel. Donc maintenant qu'on a vu ce qui est éligible comme revenu, il conviendra de bien détourer ce qui rentre dans les revenus éligibles et ce qu'il faut retraiter. Et ça, c'est l'objet de la slide que je vais vous présenter juste après. On va ici prendre 2 exemples de revenus éligibles à l'IP-Box et identifier ce qui ne serait pas éligible. On peut commencer par les revenus tirés d'abonnements SaaS. Pour exemple, dans ce type de contrat, il conviendra de bien isoler tout ce qui est lié à l'hébergement, au support, à la maintenance classique, puisque ce sont des dépenses non éligibles. Il peut y avoir d'autres types de dépenses non éligibles dans ces contrats, mais à étudier au cas par cas. Deuxième exemple qu'on avait pris, pour les abonnements de maintenance, il faudra bien identifier dans quel type de maintenance on se situe, extraire typiquement les prestations de services de type support technique ou maintenance corrective. Pour ce qui est des contrats de maintenance, en général, ça nécessite vraiment une étude contractuelle approfondie pour bien détourer ce qui est éligible et ce qui ne l'est pas. Dans notre accompagnement EMIG notamment, on s'en charge évidemment de détourer ces dépenses non éligibles de manière précise. On vient d'aborder le critère des revenus éligibles et non éligibles. On va voir à présent dans la slide suivante le critère d'originalité du logiciel au sens du droit d'auteur. Donc, tout d'abord, que nous dit la doctrine administrative à ce sujet ? La doctrine administrative précise que ce régime IP-Box s'adresse aux logiciels protégés par le droit d'auteur, y compris à leurs versions successives, simultanées ou non, et que ces logiciels doivent présenter un caractère original. Alors, par caractère original, qu'est-ce que ça signifie ? Il y a 2 critères à prendre en compte. Le premier critère, c'est l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Donc, en d'autres termes, on doit effectivement démontrer que les développements réalisés sont issus d'un apport intellectuel et d'un effort personnalisé par les concepteurs du logiciel. Le deuxième critère, c'est quoi ? C'est l'effort créatif. On doit démontrer que les savoirs mis en œuvre dans le développement du logiciel
vont au-delà de la simple mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante. En d'autres mots, il faut démontrer qu'on va poser des hypothèses originales qui ne sont pas évidentes dans le savoir-faire de la profession pour concevoir ce logiciel. Donc ces deux critères sont bien cumulés pour démontrer le caractère original au sens de la propriété intellectuelle. Il sera nécessaire de réaliser un dossier technique justificatif où il va falloir mettre en avant cette empreinte personnalisée de l'auteur et vraiment démontrer ce caractère de créativité par le biais d'une description technique. Pour ceux qui connaissent, cela revient comme dans un dossier CIR à mettre en avant des hypothèses créatives posées dans le cadre du dossier CIR pour démontrer vraiment l'effort de créativité de la solution développée. Emma reviendra plus tard dans le cadre de cette présentation sur les différentes étapes de déclaration et de justification de l'IP Box et comment on peut vous accompagner sur ces sujets parfois complexes de justification technique. À présent, on va voir dans la slide suivante ce que c'est cette notion d'originalité au sens de l'API et puis appréciée par des éléments qui sont pour autant pas forcément si simples en premier abord. Et donc, on va voir tout cela dans la slide suivante. Donc, ce qui est concrètement protégeable par le droit d'auteur, c'est ce que nous avons mis en vert, à savoir le matériel de conception préparatoire, qui en d'autres termes correspond aux spécifications fonctionnelles, techniques, aux maquettes, aux organigrammes, aux architectures fonctionnelles, etc. Le code source, le code objet, les interfaces graphiques, alors au cas par cas, et enfin les bases de données. Donc tous ces éléments sont protégeables par le droit d'auteur. Il faudra donc bien faire attention à la sémantique et à l'axe utilisé pour défendre le caractère original de votre logiciel, sous peine d'affirmer une originalité au sens de la propriété intellectuelle qui n'est pas protégeable et donc qui pourrait affaiblir votre dossier en termes d'éligibilité. Voici ci-dessous aussi quelques exemples indiqués en rouge qui ne peuvent pas être pris en compte à eux seuls pour démontrer le caractère protégeable au sens de l'API et par extension l'originalité du logiciel au sens de l'API. Par exemple, développer des fonctionnalités nouvelles, le fait d'avoir des difficultés techniques sur le projet, le fait de développer de nouveaux algorithmes, tout cela n'est pas protégeable au sens de l'API et ne peut être suffisant pour prouver du caractère original. De même que le dépôt de code auprès de l'agence de protection des programmes, qu'on a indiqué en orange sur la slide, ne peut être suffisant pour démontrer l'originalité d'un logiciel. Bien qu'insuffisant, cela reste quand même un indicateur qui est très favorable à mettre en avant, évidemment, dans le dossier technique. On va terminer sur la dernière slide sur un focus sur le logiciel embarqué et son éligibilité dans le cadre de l'IP Box. Donc, tout d'abord, quels sont les produits qui sont concernés par l'informatique embarquée? Au final, tous les produits sont concernés, que ce soit les drones, les capteurs, tout ce qui est de l'IoT finalement, du moment où du software est intégré dans ces produits et qu'une licence d'exploitation est associée à ce software. Quelles sont les conditions d'éligibilité de l'IP Box dans le cadre de l'informatique embarquée? Alors, il faut qu'il y ait des travaux engagés sur la partie software et pas uniquement sur la partie hardware. Et enfin, le software embarqué doit être vendu à plusieurs clients. Donc, il ne faut pas que ce soit un développement spécifique demandé par un client et rendu disponible uniquement pour lui. Enfin, quelles sont les précautions à prendre? Il y en a deux principales. Il faudra bien faire attention que le contrat de vente indique explicitement le logiciel embarqué et que ce même logiciel embarqué soit associé à une licence ou un abonnement en propre. Donc, on vient de voir les détails de l'éligibilité du logiciel dans le cadre du dispositif de l'IP Box. Et je vais à présent laisser la main à Emma, qui va vous expliquer plus en détail sa mise en œuvre et ses modalités de calcul. Merci Julien. Concernant la mise en œuvre du régime IP Box, on va voir deux choses. D'une part, que c'est un régime optionnel et d'autre part, que c'est un régime qui est soumis à une obligation documentaire. Alors, un régime optionnel, puisque l'IP Box, la prise d'option au dispositif IP Box n'est pas automatique, vous devez matérialiser l'option en joignant un feuillet fiscal spécifique à votre déclaration de résultat. L'option au dispositif IP Box, elle se fait par actif ou par famille d'actifs.
Ça signifie par exemple que si vous avez 3 brevets, vous allez devoir matérialiser l'option pour chacun de ces brevets. Comme je vous le disais, parfois il est possible de regrouper certains actifs au sein d'une seule famille d'actifs. Donc ça, c'est une appréciation au cas d'espèce et ça fait justement partie de notre accompagnement chez EMIN de déterminer s'il y a opportunité ou non de regrouper ces actifs au sein d'une seule famille. On va notamment pour ça regarder si on a une base de R&D qui est commune et si les actifs sont commercialisés conjointement. Donc ça, c'était pour le régime optionnel. Et le deuxième point, c'est que le régime IP-Box est soumis à une obligation documentaire. Ça signifie que vous devez être en mesure de tenir un dossier justificatif, de tenir à disposition de l'administration fiscale un dossier justificatif. Avec notre accompagnement EMIN, nous, on rédige ce dossier justificatif toujours en amont dans l'éventualité dans l'éventualité de questionnement de l'administration fiscale. Sans trop rentrer dans le détail de cette documentation justificative, globalement, ce qu'on va retrouver, c'est surtout une description de vos travaux de R&D qui ont été menés. Donc, les travaux de R&D qui ont abouti à la création de l'actif pour lequel vous optez au dispositif. Lorsque vous avez un logiciel, on va venir également justifier de la protection par le droit d'auteur de ce logiciel, donc venir justifier de son caractère original, comme vous l'a présenté tout à l'heure, Julien. Et la troisième partie, qui est certainement la plus importante, c'est de venir justifier du montant, du résultat qui va être imposé à 10%. Du coup, on en arrive sur cette troisième slide qui vient justement vous préciser comment est-ce qu'on calcule ce résultat qui va être imposé à 10%. Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va raisonner par actif. Donc, on va réaliser ce calcul pour tous les actifs que vous avez et qui sont éligibles au dispositif. Donc, on va prendre les revenus bruts de licence ou de cession et on va venir déduire de ces revenus bruts de licence ou de cession les travaux de R&D qui ont été engagés sur l'année pour le développement de l'actif. Cette soustraction nous permet d'obtenir des revenus nets. Et sur ces revenus nets, on va venir appliquer un ratio nexus. Le ratio nexus, en fait, il va permettre de déterminer quelle est la part des revenus nets qui va être imposée à 10% et la part des revenus nets qui va rester imposée au taux classique d'IS, donc qui va rester imposée à 25%. L'idéal étant du coup que vous ayez un ratio nexus de 1 pour que 100% des revenus nets soient imposés à 10%. Si vous avez un ratio nexus, par exemple, de 0,2, ça veut dire que seulement 20% des revenus nets sera imposé à 10%. Sans trop rentrer dans le détail des modalités de calcul du ratio nexus, en fait, l'idée du ratio nexus, c'est de venir pénaliser les entreprises qui se retrouvent dans l'une ou l'autre de ces deux situations. La première situation, c'est pour les entreprises qui n'ont pas développé en interne leur actif, mais qui l'ont acquis, qui l'ont acheté en tout ou partie auprès d'une entreprise externe. Puisque ça rejoint ce que je vous disais en début de présentation, l'idée avec le dispositif IP-Box, c'est de soutenir les entreprises qui engagent en interne les travaux de R&D. Donc, si cet effort de développement n'a pas été supporté en interne, ça va venir du coup pénaliser et minimiser votre avantage fiscal. Donc ça, c'est le premier scénario pénalisant. Et le deuxième scénario pénalisant, c'est lorsque vous sous-traitez vos travaux de R&D auprès d'entreprises liées. Donc, entreprises liées, ça va par exemple être dans le cadre d'un groupe qui n'est pas en intégration fiscale si vous sous-traitez une part de vos travaux de R&D auprès d'une entreprise filiale. Voilà, c'est ces deux cas qui peuvent venir pénaliser, minimiser en tout cas votre avantage fiscal. On a souhaité ensuite faire un petit focus pour les entreprises qui sont dans un groupe en intégration fiscale. Donc, lorsque vous êtes dans un groupe en intégration fiscale, c'est bien la société mère porteuse de l'intégration qui va matérialiser l'option au dispositif IP-Box. Et on souhaitait ici faire
un petit point de vigilance pour les cas de figure où on a une société qui rentre dans un groupe en intégration fiscale après, à compter en tout cas de 2019. Puisque là, on peut avoir un scénario pénalisant. On va prendre un exemple. Par exemple, on a une société A qui est propriétaire d'un logiciel et qui, en 2021, rentre dans un groupe en intégration fiscale qui est porté par la société B. C'est donc la société B qui va opter au dispositif IP-Box et la société B, en raison de cette intégration de la société A dans le groupe, la société B est vue comme achetant l'actif, le logiciel de la société A. Et donc, du coup, cet achat, cette acquisition d'actifs va venir se répercuter dans les modalités de calcul qu'on a vues tout à l'heure du ratio Nexus. Et ça va donc être pénalisant pour la société B. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faut anticiper toute restructuration d'un groupe pour éviter, enfin en tout cas pour venir limiter ces impacts négatifs que cela peut avoir sur le dispositif IP-Box. Toute restructuration après 2019 du coup doit être anticipée. Ensuite, on a souhaité vous faire un retour d'expérience et vous livrer du coup nos conseils et également revenir sur la méthodologie d'Heming. Donc, premièrement, on a souhaité mettre en valeur 3 retours d'expérience. La première, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, on peut revenir sur les 2 derniers exercices qui sont clôturés, donc sur l'exercice 2021 et 2022. Et pour les demandes rétroactives que l'on a réalisées, on a obtenu des acceptations de l'administration fiscale. Donc ça, c'est un point qui a déjà été validé et c'est totalement possible du coup de faire des déclarations tardives et de revenir sur ces 2 exercices qui sont clôturés. Le deuxième point qui a été mis en lumière déjà par Julien tout à l'heure, c'est que le dispositif IP-Box est encore méconnu, notamment par les sociétés éditeurs de logiciels, puisque c'est un dispositif qui peut être vu comme étant complexe, alors qu'on peut encore une fois aller chercher des belles économies d'impôts. L'idée, c'est simplement de définir une méthodologie solide et ça fait partie de notre accompagnement de déterminer cette méthodologie et de vous accompagner dans une structuration et dans le calcul du dispositif IP-Box. Le troisième point, c'est qu'on constate que c'est un dispositif qui est récent, puisque en fait, il a été réformé par la loi de finances pour 2019, et du coup, c'est un dispositif qui est encore un peu méconnu par les organes de contrôle. Ensuite, 3 points d'attention lorsque vous optez au dispositif IP-Box qui nous semblaient importants. Dans un premier temps, c'est de venir construire une méthodologie de détermination des revenus qui vont être imposés à 10%, venir définir une méthodologie fiable et qui va être justifiable auprès de l'administration fiscale. Ici, ça va notamment être le cas lorsque vous ne dissociez pas comptablement vos revenus de licence et vos revenus de cession. Et que, comme vous le disiez tout à l'heure, Julien, vous allez par exemple concéder des licences, mais on va avoir un prix fixe qui va intégrer plusieurs prestations qui ne sont pas forcément toutes éligibles au dispositif IP-Box. Donc là, c'est important de venir construire une méthodologie sûre et justifiable auprès de l'administration fiscale pour isoler ces seuls revenus éligibles au dispositif IP-Box. Le deuxième point de vigilance, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de garder en tête qu'on peut avoir des schémas, des configurations un peu particulières lorsque vous êtes dans un groupe en intégration fiscale et on peut avoir des scénarios pénalisants qu'il faut bien prendre en compte et anticiper. Et le troisième point, c'est au niveau du coup des modalités de calcul, on a vu qu'on venait déduire des revenus éligibles les travaux de R&D.
Donc là, la définition de travaux de R&D n'est pas précisément définie par le législateur. En tout cas, la définition de travaux de R&D à déduire au sens de l'IPBox n'est pas explicitement définie, puisqu'on peut entendre ces travaux de R&D dans un sens strict, c'est-à-dire travaux de R&D au sens du crédit d'impôt aux recherches, ou alors dans un sens plus large, où ici on va venir déduire non pas seulement ces travaux de R&D au sens strict, mais également les travaux d'innovation, les travaux qui participent à l'évolution du logiciel. Donc là, c'est pareil, c'est une appréciation au cas par cas, au cas d'espèce, et ça fait justement partie de notre accompagnement de vous recommander l'un ou l'autre de ces scénarios à ce qu'on part sur une déduction des travaux de R&D plutôt au sens strict ou au sens large. Hop, on en arrive enfin à notre accompagnement EMIG. Donc, notre accompagnement se réalise en 3 phases. On a une première phase qui est un audit d'éligibilité. Donc, on regarde si vous remplissez l'ensemble des conditions d'éligibilité au dispositif IPBox, et ça passe notamment par une analyse de vos contrats ou de vos conditions générales de vente qui encadrent la vente de licences ou vos contrats de cession. Si on a déterminé que vous êtes éligible au dispositif, on passe à la deuxième étape qui est du coup l'accompagnement. Donc cet accompagnement, il est divisé en sous-parties qu'on voit ici affichées. La première étape, c'est qu'on va venir identifier vos actifs de propriété intellectuelle qui sont éligibles. On va venir éventuellement les regrouper au sein d'une famille d'actifs si l'opportunité se présente et si on estime que c'est justifiable auprès de l'administration fiscale. On va venir identifier les revenus qui sont éligibles au dispositif IPBox. Donc là, ça va certainement passer par la construction ensemble d'une méthodologie permettant encore une fois d'identifier les seuls revenus éligibles au dispositif. On va venir également déterminer quels sont les travaux de R&D que l'on vient de déduire de ces revenus éligibles au dispositif. Et enfin, on réalise du coup le calcul dans sa globalité et le calcul de l'avantage fiscal. Une fois qu'on a fait du coup cette deuxième phase plus de calcul, on a une troisième phase où ici, on vous remet le dossier technique, la documentation justificative qui, comme on l'a vu tout à l'heure, est nécessaire en tout cas, il est nécessaire de la tenir à disposition de l'administration fiscale en cas de questionnement de sa part. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on rédige en amont dans l'éventualité de ces potentielles questions. À la fin du coup de cet accompagnement, on vous remet 3 livrables. Un premier livrable qui est une synthèse qui est à destination interne. En fait, c'est une synthèse qui va venir vous expliquer nos calculs, notre méthodologie. On peut vous présenter plusieurs scénarios. Donc, on se met d'accord sur le potentiel scénario à choisir. Donc, on vous conseille vers celui qui nous semble le plus sûr et le plus justifiable auprès de l'administration fiscale. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur ce choix de scénario, on vous remet un modèle de feuillet fiscal à joindre à votre déclaration de résultats. Et enfin, comme je vous disais tout à l'heure, on vous remet le dossier technique. Donc voilà, c'est les 3 livrables qui sont remis à la fin de notre accompagnement EMIG. Voilà, on en a terminé pour la présentation. Merci beaucoup à vous deux du coup pour cette présentation très intéressante. Et donc aux participants, cette présentation vous aura intéressé. Vous pouvez retrouver notre guide IPBox directement sur notre site. Vous pouvez le télécharger via le QR code ou en allant sur notre site internet. Donc nous avons quelques questions auxquelles nous allons passer. Alors, si je prends dans l'ordre, la première question étant « Bonjour, si j'ai personnellement un brevet et que je donne une licence exclusive à ma société, est-ce que IPBox est possible sur le bénéfice ?» Je vous laisse y répondre. Oui. Alors, le dispositif IPBox concerne les entreprises qui sont du coup imposées à l'IS. Donc, si vous concédez des licences à titre personnel en tant que personne physique et non en tant que personne morale,
ce ne sera pas éligible. En revanche, si vous concédez des licences en tant que personne morale, donc au nom d'une société, là, ce sera complètement éligible au dispositif, même si c'est une licence qui est exclusive. Donc, même si on a une seule licence, en tout cas une licence qui est concédée à une personne unique. Merci Emma. Nous avons une deuxième question. Avez-vous des exemples pour démontrer le caractère original d'un logiciel, notamment pour le dossier technique? Alors, sur la partie logicielle, si on revient effectivement sur les 2 critères, hein, vous vous rappelez, le premier critère, c'est l'empreinte personnalisée de l'auteur. Le deuxième critère, c'est vraiment de démontrer une démarche qui va au-delà de la simple mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante. Donc, sur le premier critère, sur l'empreinte personnalisée, vous développez, pour vous donner un exemple, un logiciel avec un nouveau logiciel que vous mettez sur le marché, avec un module, par exemple, de gestion de paye. Ce module-là, on va regarder effectivement s'il coche ces 2 critères-là. Donc, est-ce qu'il coche ce côté personnalisé, apport intellectuel par le concepteur? Donc, est-ce qu'en clair, vous avez pas copié du code quelque part et vous l'avez vraiment développé et on voit effectivement que dans le code source qui a été produit, qui fait partie des éléments protégeables, hein, on voit bien qu'effectivement, c'est bien personnalisé. Il n'y a pas un bout de code qui a été repris d'open source ou autre. Et donc, c'est bien votre développement personnel. Donc là, vous allez cocher le premier critère. Et le deuxième critère, c'est l'effort de créativité. Donc là, on va rejoindre en partie un des critères du crédit d'impôt recherche où on va devoir démontrer, et c'est là aussi où est notre accompagnement, qu'à un moment donné, c'est pas du simple savoir-faire de la profession, mais qu'on a bien, à un moment donné, utilisé des hypothèses qui sont créatives pour développer ce module, par exemple, de gestion de paye. On pourrait le transférer sur tout autre module fonctionnel ou algorithmique. Mais il va falloir effectivement, à un moment donné, qu'on démontre ce côté créativité, originalité de la démarche. Donc là, c'est de la sémantique et puis c'est de l'audit aussi d'éligibilité qui se rapproche un peu de l'audit d'éligibilité dans le cadre du CIR, sauf qu'on n'a pas forcément tous les critères comme l'incertitude scientifique et technique, etc., qu'on peut retrouver dans le cadre du CIR. Mais effectivement, il faut bien démontrer cette démarche-là. Merci Julien. On va passer à la question suivante. À chaque fois qu'on opte pour le dispositif, y aura-t-il un contrôle fiscal? Est-il possible de déposer un rescrit pour ce dispositif? Donc là, il y a 2 possibilités d'opter au dispositif. C'est ce que je disais tout à l'heure, soit de manière rétroactive, donc pour les exercices qui sont clôturés, soit de manière déclarative, donc pour l'exercice qui est en cours. Donc de manière rétroactive, on va soumettre un courrier à l'administration fiscale en lui demandant la restitution de l'excédent d'IS versé. Et donc là, l'administration fiscale va valider ou non la restitution. Donc, on a en quelque sorte son approbation ou non en amont. En revanche, lorsque du coup on est dans une démarche déclarative, donc là c'est une démarche qui est basée sur la bonne foi. Donc on joint le feuillet fiscal et l'administration fiscale peut effectivement a posteriori venir réaliser un contrôle fiscal. Donc, c'est 2 démarches différentes. On a plus un contrôle en amont ou alors de manière déclarative, on peut plus avoir un contrôle a posteriori. Est-ce que c'est systématique? Non, pas forcément. Et est-il possible de déposer un rescrit? Oui, il est totalement possible de poser un rescrit si on a une incertitude et qu'on souhaite sécuriser l'option au dispositif. On peut en amont déposer ce rescrit pour sécuriser cette déclaration IPBox. Merci Emma. Je poursuis. Y a-t-il des dépenses qui ne sont pas éligibles au CIR et qui le sont pour l'IPBox et inversement? Y a-t-il des dépenses qui ne sont pas éligibles au CIR et qui le sont pour l'IPBox? Oui, on en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la notion de travaux de R&D à déduire
en tout cas à prendre en compte dans le cadre de l'IP-Box n'est pas précisément définie, et donc on peut soit s'en tenir à une approche qui est similaire à celle des travaux de R&D du CIR, ou une approche plus large, et du coup c'est envisageable de retenir davantage de travaux de R&D, en tout cas des travaux de R&D qui ne vont pas être retenus dans l'assiette du CIR. L'idée, c'est que plus on retient, en tout cas pour l'IP-Box, plus on retient de travaux de R&D, moins en général l'avantage fiscal est intéressant, puisque du coup, on vient déduire ces travaux du revenu. Donc, parfois, ça peut quand même avoir un intérêt d'avoir une approche plus large pour témoigner finalement d'une bonne foi auprès de l'administration fiscale. C'est une appréciation à faire au cas par cas, mais pour répondre concrètement, oui, c'est possible de retenir des dépenses qui ne sont pas éligibles au CIR. Merci Emma. Une autre question, est-ce que les revenus issus de la cession de brevets payés sous forme de royalties pendant une durée déterminée sont éligibles? Oui, du coup, ça va être les revenus de cession ou de licence qui vont être éligibles, même si c'est pour une durée déterminée, on n'a pas de difficulté. En revanche, concernant les revenus de cession, on a une petite particularité, c'est que la cession doit intervenir à minima 2 ans après la création de l'actif. Si vous cédez votre brevet par exemple, 1 an après sa création, ce ne sera pas éligible. On doit attendre ce laps de temps de 2 ans avant de le céder pour que les revenus de cession soient éligibles au dispositif. Mais que ce soit pour une période déterminée ou indéterminée, ça n'aura pas d'impact. Ok, merci Emma. Ensuite, pour les salaires, faut-il appliquer les mêmes conditions que pour le CIR, notamment pour les diplômes des salariés, etc. Non, on n'a pas les mêmes conditions que pour le CIR, puisque encore une fois, c'est une approche différente. Ici, plus on va retenir de travaux de R&D, plus l'avantage fiscal va être minimisé. Donc, on n'a pas ces contraintes de diplôme des salariés. L'idée, c'est simplement de retenir les travaux de R&D qui vont participer soit au développement du logiciel, soit du logiciel ou du brevet, soit à son évolution. Mais du coup, on n'a pas ces contraintes-là. Ok, merci Emma. Enfin, une autre question. Nous avons des brevets que nous n'avons pas mis à l'actif à l'époque. Peut-on tout de même bénéficier du dispositif sur les redevances facturées? Oui, c'est envisageable. L'immobilisation à l'actif n'est pas un critère pour bénéficier du dispositif IP-Box. En fait, dans les textes, on retrouve l'idée que les actifs aient le caractère d'actifs immobilisables, mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent nécessairement être inscrits à l'actif pour pouvoir être éligibles au dispositif. L'idée, c'est simplement qu'ils aient ce caractère immobilisable, ça veut dire démontrer que c'est un logiciel qui a un caractère durable et qui n'a pas vocation à être vendu, c'est-à-dire que vous n'avez pas créé un actif pour le vendre dans l'année qui suit et ainsi de suite. Mais du coup, on pourra faire une appréciation au cas par cas, mais ce n'est pas un point bloquant en tant que tel que l'actif ne soit pas immobilisé. Merci Emma. Alors, j'ai vu qu'il y avait une autre question qui était tombée. Alors, attendez, désolée. Voilà. L'administration a-t-elle mis en ligne le dossier technique d'IP-Box qu'il faut leur fournir? Car je retrouve celui du CIR, mais pas de l'IP-Box. Non, effectivement, on n'a pas de structure aussi définie que pour le CIR. En fait, l'administration fiscale n'a pas fourni une structure précise comme ça peut être le cas pour le CIR. On sait juste qu'on doit mettre en valeur il y en a 4 bullet points qui doivent apparaître dans ce dossier technique. Donc, c'est ce qu'on vous a présenté tout à l'heure. Donc, je peux peut-être dessus. Hop.
Donc, ça va être de présenter votre entreprise, de présenter les travaux de R&D, enfin, de présenter les actifs qui sont éligibles au dispositif, présenter les travaux de R&D qui ont participé au développement de cet actif et venir justifier du résultat net qui va être imposé à 10%. Donc, c'est les points qu'on doit retrouver, mais effectivement, on n'a pas un modèle type, comme ça peut être le cas pour le STIR. Ok. Merci Emma. Alors, on a une autre question encore. Une société dont le siège social se situe hors territoire français peut-elle bénéficier du dispositif IP Box? Alors là, on vous a présenté le dispositif IP Box selon les modalités françaises. Donc, c'est un dispositif ici qui va concerner seulement les entreprises dont le siège social se situe en France. En revanche, on a des dispositifs équivalents dans d'autres pays, dont notamment on en a en Italie, en Belgique, au Canada, au Portugal, en Espagne, aux Pays-Bas et en Irlande. Donc, on va avoir des petites différences. Ça reste la même logique, mais des petites particularités spécifiques à chacun de ces pays. Merci Emma. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Donc, merci beaucoup aux experts et merci beaucoup aux participants d'avoir été présents donc, justement sur ce webinaire. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail donc à l'adresse qui s'affiche juste ici. Voilà. Et donc, comme vous l'avez dit aussi en début de présentation, vous pouvez retrouver cette présentation, la télécharger directement sur Webikeo. Et on vous enverra à la suite de ce webinaire un email avec le replay. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.